Des rives de la Baltique aux portes du Sahel, Moscou et Lomé, deux capitales que des milliers de kilomètres et des trajectoires historiques semblent opposer. Pourtant, au Kremlin, une rencontre a eu lieu, lourde de sens et d'enjeux, celle du président russe Vladimir Poutine et du président du Conseil togolais Faure Gnassingbé. Pourquoi ce tête-à-tête, au-delà des questions économiques et diplomatiques, un ennemi commun et implacable dicte l'agenda, le terrorisme qui déstabilise l'Afrique de l'Ouest? Face à l'escalade des violences dans la région, le Togo, traditionnellement pivot de la diplomatie régionale, cherche de nouveaux alliés, de nouvelles solutions. Quelles sont les retombées concrètes de cet entretien? Quel type de coopération militaire et sécuritaire est envisagée? Cette nouvelle alliance avec la Russie marque-t-elle un tournant dans la stratégie antiterroriste du Togo et de la région? Et surtout, ces nouvelles approches parviendront-elles à endiguer la marée djihadiste qui menace les frontières? Notre forum du jour décrypte les coulisses de cette rencontre inédite, analyse les accords signés ou discutés et évalue l'impact réel de l'aide russe dans la lutte cruciale que mène le Togo contre le terrorisme. Bienvenue à tous. Nos invités aujourd'hui, d'abord, pour commencer, celui qui ne bouge pas, toujours à sa place, son Excellence Sogoyou Kegewi. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs. Vous êtes journaliste, ancien ambassadeur du Togo notamment. Ouais. Notre deuxième invité va nous rejoindre d'un moment à l'autre, Togo-Russie, Faure Gnassingbé au Kremlin, pour en finir avec le terrorisme, avec un point d'interrogation. Envoyez-nous vos contributions via WhatsApp, notamment plus 228 96 08 43 43. Vous pouvez le faire également sur les réseaux sociaux par lesquels nous sommes en direct, notre page Facebook et notre page YouTube New World TV officielle. Alors, on commence avec son Excellence l'ambassadeur. Quelle est, selon vous, la signification de cette rencontre au Kremlin et pourquoi intervient-elle maintenant dans un contexte où la menace terroriste s'intensifie un peu en Afrique de l'Ouest et au Sahel? Mais tu le dis, ta question contient sa réponse. À l'heure où s'intensifie le terrorisme, puisque les parrains du terrorisme sont décidés à donner des insomnies aux Africains, donc le terrorisme s'intensifie et il faut lui trouver une solution. Mais on ne doit pas commencer par la visite du 18 novembre, je crois. Avant ça, je crois en octobre, il y a des accords qui avaient été signés. La Douma russe, c'est-à-dire que le Parlement russe a validé ces accords. Et on parlait de sécurité, on parlait d'agriculture, on parlait d'éducation et naturellement de logistique. Donc je crois qu'avant même cette visite, le chemin était balisé. Et ceci expliquant cela, c'est ce chemin balisé qui a donné maintenant lieu à cette visite, à ce déplacement du président du Conseil togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, chez son homologue russe, son Excellence Vladimirovitch Poutine. Et je crois que c'est une rencontre qui en elle-même porte des germes de multiples satisfactions. Alors, comment la montée du terrorisme au Togo, et notamment dans la région des savanes, a-t-elle accéléré la nécessité pour l'OME de chercher de nouveaux alliés sécuritaires? Bon, ce n'est dit nulle part que c'est la montée du terrorisme qui a poussé à chercher des partenariats extérieurs et rapidement, non. Mais est-il que, vous savez, dans un pays, un gouvernement a pour mission d'assurer la paix et la sécurité pour sa population. Le terrorisme est arrivé au Togo comme nous tous nous le connaissons, comme nous le savons plutôt. À l'improviste, personne ne s'y attendait. On ne savait même pas que nous aussi, on était dans l'œil du cyclone. Donc le terrorisme est arrivé parce qu'il y a des gens qui ont un agenda, je vous ai expliqué ça plusieurs fois ici, que tous nos pays ont chacun un lot de terroristes préparés et prépositionnés. Selon les humeurs du parrain des terroristes, bon, on t'envoie ton stock peu à peu ou bien massivement, comme on a vu au Mali. On t'envoie un peu comme on envoie au Togo, ou massivement comme au Mali. Donc le problème de terrorisme est arrivé au moment où personne ne l'attendait. Il nous a surpris
et nous avons malheureusement perdu nos enfants dans cette affaire. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons en perdre davantage. Et c'est pour éviter cette possibilité de perdre davantage d'enfants togolais. Quand je dis enfants, ce n'est pas seulement les militaires. Parce que les militaires interviennent pour protéger les populations civiles qui sont quotidiennement attaquées par les soi-disant terroristes qui ne sont que les mercenaires des forces extérieures que nous connaissons. Aller attaquer ici, ils seront obligés de venir chez nous pour demander des armes. En échange, on prendra telle richesse naturelle. C'est le même jeu. Donc il n'y a pas de terroristes, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait qu'il n'y a pas de terroristes, qu'il y a des mercenaires payés, blanchis, nourris, pour nous donner les mots de tête, pour obliger nos pays à baisser la culotte devant ceux-là qui les ont exploités depuis 200, 300, 400 ans, mais qui ne sont pas rassasiés. Avant ce déplacement en Russie, on a vu le chef de l'État être reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Comment est-il à l'aise entre l'OTAN et la Russie? Mais un homme qui aime son pays, qui travaille exclusivement dans l'intérêt de son pays, est à l'aise à quiconque peut trouver une solution au problème de son pays. Aussi loin que portent mes souvenirs. Ben attends, Gilles, tu as déjà assisté à un mariage, j'espère. On demande aux mariés sous quel régime vous voulez vous marier, polygamie ou monogamie. Et je crois que la plupart du temps, les gens préfèrent qu'on réponde monogamie, surtout les femmes, mais certains répondent polygamie. Mais aussi loin que portent mes souvenirs, il n'y a pas eu un mariage entre le Togo et la France où on a dit que c'est sous régime monogamie. Il y a eu un mariage, bien entendu. Il n'y a pas de mariage. Les accords coloniaux qui ont été signés révèlent l'exclusivité. Les accords coloniaux sont une escroquerie, un vol, c'est du banditisme. On ne va pas s'asseoir dans ce banditisme à vie et nos populations sont en train de mourir de faim. C'est eux qui vous affament. C'est eux qui, après, coptent 2 ou 3 de vos jeunes pour dire que vous n'avez rien fait dans votre pays. Ils sont grassement nourris pour justement dénoncer que vous n'avez rien fait, en oubliant que celui-là qui vous pousse à le dire, c'est lui qui saigne vos pays. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, moi, je crois que si la France elle-même, aujourd'hui, est une solution, peut apporter une solution au problème de sécurité au Togo, elle est la bienvenue. Si les Russes peuvent apporter une solution au problème de sécurité, les Russes sont les bienvenus. On n'a pas d'exclusivité avec un pays. Voilà. Finalement, ce rapprochement, cette visite avec la Russie, est-ce que ça ne révèle pas l'évolution quand même de la politique étrangère togolaise? Le Togo a été toujours sur le plan politique étrangère, diplomatie, donc un pays ouvert. Un pays ouvert. Tu sais, c'est pas aujourd'hui, les gens s'amusent, les choses sont faciles, les gens se tapent, je vois des chefs d'État africains qui se tapent la poitrine, qui se prennent pour de grands ceci, de grands cela. N'oublie pas que, par exemple, au temps de la guerre froide, là où la guerre froide était vraiment la plus intense du monde, le Togo est un des pays, le Togo est le pays, je crois que c'était au temps de notre grand frère défunt Kounalé Eklo, à avoir initié l'admission de la Chine populaire de Mao à l'ONU. Donc le Togo a toujours eu le courage de ses convictions et il les a exprimées toujours clairement. Parce qu'à cette époque, c'est incongru pour les Occidentaux de voir un petit pays africain qui plaide pour la grande Chine de Mao. Donc, notre pays a été toujours dans ce travail d'ouverture et quiconque est ouvert, quiconque est dans le sens, disons, sur le chemin de la paix, de la sécurité, du vivre ensemble, est l'ami du Togo. Et comme annoncé, maintenant nous sommes rejoints au plateau par Didier Nourodine Leroux, il est journaliste, spécialiste en communication pour un changement de comportement social, directeur général d'Africa Dev. Didier, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour l'ambassadeur, bonjour à tous nos téléspectateurs. Pourquoi tu t'es habillé en blanc? Parce qu'il célèbre sa victoire personnelle.
Bon, voilà, ça n'a aucune signification particulière. Hein, donc, c'est à l'honneur surtout de nos téléspectateurs, auditeurs, c'est tout. Peut-être c'est pour vibrer au même diapason que sa barbichette qui commence par blanchir aussi. Mais je viens de me rendre compte que même l'ambassadeur est en blanc, alors que ce n'est pas une entente. Ça veut dire certainement ce matin, on sera peut-être aligné. En tout cas, sur les mêmes points de vue, en semi-blanc également. Oui. Alors, pour entrer tout de suite dans le sujet, pour vous, Didier, alors, quelle est la signification de cette rencontre entre Faure Gnassingbé et Vladimir Poutine? Non, je pense que d'abord, il faut relever que ces derniers temps, le Togo a marqué de grands coups diplomatiques. Il faut également souligner que depuis, disons, le début de cette année 2025, la diplomatie togolaise a pris une autre dimension carrément. Elle est surtout décomplexée, elle est également bien choisie et surtout elle a du sens pour l'intérêt et l'avantage que l'Afrique peut en tirer, mais aussi que le Togo en particulier peut également en tirer. Et n'oubliez pas que récemment, le Togo a organisé le deuxième forum de paix et sécurité. Ça s'est passé ici même à Lomé. Ça veut dire aussi, et puis n'oubliez pas aussi l'initiative d'Akwaba, à laquelle le PC a participé en Italie récemment. Et n'oubliez pas on peut ajouter le sommet sur l'investissement. Le sommet sur l'investissement, vous parlez là de la rencontre du Commonwealth. Il y a eu également la rencontre à Paris sur le sommet, la conférence sur la paix et sécurité dans la région des Grands Lacs. Et puis, pour couronner le tout, récemment, la rencontre avec le grand Vladimir Poutine à Moscou. Quand vous alignez tous ces faits, vous constatez qu'aujourd'hui, le Togo a un poids. Le Togo a une voix qui porte aujourd'hui dans la diplomatie internationale et dans la décision qui se prend au haut niveau dans les sommités donc, de la diplomatie sur le plan international. Et ceci est à saluer parce que cela dénote si vous voulez, de la capacité et du capital expérience donc du Togo et que le PC met en avant. Et ceci place le Togo dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension dans la mesure où le Togo aujourd'hui, la diplomatie togolaise allie paix, sécurité et développement. Et ceci est très important. Et ceci est une nouvelle manière d'un dirigeant africain. C'est nouveau, c'est tout nouveau, ce type de management et de vision, c'est tout nouveau. Et aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut noter, c'est la bonne santé de la diplomatie togolaise et de l'importance de la diplomatie togolaise, mais aussi de la vision, la nouvelle vision que le président du Conseil a aujourd'hui. Et si vous vous rappelez un peu à la création, les événements qui ont conduit à la création de l'AES, vous allez voir que bizarrement, beaucoup de chefs d'État africains dans la CEDEAO se sont réunis et je ne sais pas de quelle façon ils ont pensé que pour régler un problème sur le continent, il faille envahir militairement le Niger. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'Africains réfléchissent à cette question. Heureusement qu'il y avait un chef d'État visionnaire au sein de la CEDEAO qui s'appelle Faure Eswazina Gnassingbé, que nous saluons, qui lui a adopté une approche différente. Et cette approche nous a permis aujourd'hui d'avoir un Niger, en tout cas apaisé, sécurisé, d'avoir par ricochet une sous-région qui est sécurisée. Imaginez un instant que, effectivement, tel que le défendait la CEDEAO, le Sénégal et autres, qu'on envoyait effectivement des troupes au niveau du Niger pour combattre ce que certains appellent maladroitement la junte au pouvoir. Imaginez un peu qu'est-ce que cela va représenter et dans quelle brasière notre sous-région va se retrouver aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui le président du Conseil, Faure Eswazina Gnassingbé, c'est quelqu'un de très important qui importe beaucoup aujourd'hui dans la diplomatie internationale. Didier, en Russie, le Togo a été présenté officiellement comme
le pays le mieux équipé de l'Afrique de l'Ouest, le plus stable. Comment de l'extérieur, l'image que les uns et les autres ont du Togo contraste un peu avec les opinions de l'intérieur qui sont très critiques parfois vis-à-vis du pays et de son dirigeant? Oui, allez-y. Oui, écoute, à l'extérieur, les gens jugent le pays selon ses actes. Mais à l'intérieur, c'est la politique politicienne. Tu es au pouvoir, je suis contre toi, je suis opposant, je te combats. Même si tu transformes le plomb en or, je dis c'est mauvais. Mais ceux qui portent le jugement, ce ne sont pas forcément des politiciens. Pardon? Ce ne sont pas forcément des politiciens qui portent ces jugements. C'est qui? Vous voyez sur les réseaux sociaux, oui, dans l'opinion publique, oui, sur les médias, et même d'ailleurs. C'est les évêques. Si vous... C'est les évêques qui portent les jugements. Non, je pense que... Mais attends, même les évêques, même au Togo, ils sont politiciens. On a vu même comment dans ce pays, le Saint-Esprit avait créé un parti politique qui obligatoirement devait gagner les élections. Quand même, disons-nous la vérité. Donc, les gens... Moi, je veux des explications scientifiques. Si vous voyez même les commentaires, on les verra après. Je dis c'est normal. Sur Facebook. Oui, je ne suis pas contre ces commentaires. Oui, mais qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites à ceux-là? Non, ceux-là disent ce qu'ils pensent. Je ne peux pas leur dire de penser comme moi. Si on fait bien, ils disent c'est mal fait. Qu'est-ce que eux-mêmes, ils savent ce qui est fait. C'est pourquoi je dis à l'extérieur, l'opinion juge selon les actes, selon les faits, selon les résultats. Mais à l'intérieur, comme tu es assis président, je veux ta place. Je ne peux pas dire que tu fais bien. Tu me dis, est-ce que c'est les politiciens qui parlent? C'est qui le politicien finalement? Tu le connais? Dans ce pays, c'est qui le politicien? Tout le monde est politicien. Un chanteur raté devient politicien. Un militaire en fuite devient politicien. Un étudiant machin devient politicien. On ne devient pas politicien parce qu'on a en tête qu'on veut faire la politique, mais on devient politicien parce qu'un jour on a raté quelque chose de ses ambitions personnelles. Donc à partir de ce moment, ce que tu fais, tu es au pouvoir. Moi, je veux ta place. Ce que tu fais est mauvais. Point, tiret, barre. Didier, alors. Voilà. Oui, je pense que par rapport à votre question, il faut séparer les choses. C'est vrai qu'il est un peu étonnant de constater que malgré tous les efforts qui sont faits et les efforts qui sont consentis par le gouvernement et le président du Conseil, il y a quand même à l'intérieur et même à l'extérieur des fois des discours qui émergent et qui tentent de vouloir montrer ou de prouver le contraire. Ceci est un fait, et comme l'a dit l'ambassadeur, on ne peut pas empêcher aux gens de dire ce qu'ils pensent. Toutefois, cela ne signifie pas que de tout ce qui est apporté comme critique, qu'il n'y a pas matière à prendre des choses et à corriger. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, pas du tout. Je pense que cela tient à beaucoup de choses. La première, c'est la perception même de la politique par certains citoyens. Il y a ça. Il y a aussi la perception de la démocratie, la perception du développement par des acteurs politiques. Vous savez que le pouvoir togolais, si vous voulez, en tout cas le régime en place a déjà fait un certain nombre d'années. Ce n'est pas des faits à nier. Mais là où le débat se pose, c'est peut-être est-ce que en réalité c'est la présence ou la longévité de ce régime qui crée les problèmes des Togolais? Ça c'est une autre question, c'est un autre débat. Alors ce que j'aimerais dire ici tout simplement, c'est que quand vous voyez dans plusieurs pays ce qu'on appelle la morosité économique, ce qu'on appelle le sous-emploi, le sous-développement, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées entre les gouvernants, mais aussi par une partie aussi des citoyens. Si vous voulez qu'on parle du Togo, typiquement, j'aimerais vous dire une chose quand même. Voyez-vous, il y a quelques années, et là je l'ai vécu sous le président Issoufou Mahamadou au Niger. Le président Issoufou Mahamadou, pendant qu'il était président, c'était vraiment un chef d'État qui s'est beaucoup déplacé dans tous les coins du monde entier pour ramener des financements. Et il était surpris lui-même, presque à la fin de son mandat, de constater que l'administration publique n'a pas été capable d'absorber et de concrétiser
tous ces financements ou ces manifestations d'intérêt. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le PC trace la vision. Le PC donne les orientations. Mais pour que tous ces avantages soient traduits, toutes ces actions soient traduites sur le terrain et matérialisées en développement, mais il faut que l'administration publique accompagne. Il faut que les institutions suivent. Il faut que même les citoyens entrent dans la logique. Il ne faudrait pas que les gens soient distraits. Donc quand vous allez, je vais vous donner un exemple tout simple, quand vous allez aujourd'hui au grand marché de Lomé, vous allez voir que les grosses activités sont tenues par des non-nationaux. Est-ce qu'on a empêché à un Togolais, n'est-ce pas, d'aller s'installer dans les marchés et de faire ses activités? Je crois que non. Il y a aussi qu'il faut sensibiliser la jeunesse à se prendre en charge. Il faut sensibiliser la jeunesse à oser. Il faut sensibiliser, en tout cas les franges qui sont actives au niveau de la population à entreprendre, à travailler. Au lieu que tout le monde cherche à devenir bureaucrate, au lieu que tout le monde cherche à intervenir politiquement, au lieu que tout le monde cherche forcément à critiquer, mais il y a du travail à faire. Il faut que les jeunes travaillent, il faut qu'ils osent plus. Évidemment que les gouvernants doivent rendre l'environnement plus propice. Et je crois que des efforts sont en train d'être faits. Aujourd'hui, le Togo présente l'environnement ou le climat des affaires les plus attrayants au monde. Et ça, les chiffres le démontrent. Ce n'est pas un secret pour les observateurs de l'Afrique aujourd'hui. Donc, quand tout ça est fait, il faut que la population et l'administration arrivent à consommer tout ceci. Donc, et puis, je parlais d'Assigame par exemple. Quand vous voyez les jeunes qui sont là-bas, vous voyez que la plupart jouent les rôles subalternes. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, dans le nouveau gouvernement, le premier gouvernement de la 5e République aujourd'hui au Togo, il y a un ministère qui est dédié à la veille stratégique économique aujourd'hui. Je pense que tout ça, ça fait partie des cahiers de charges sur lesquels ce nouveau ministre, ce jeune ministre Arthur, je crois que c'est Arthur Trimois, docteur Trimois, voilà, je crois qu'il y a un travail à faire et moi je me réjouis de sa bien nomination. Et je pense que vraiment, voilà un ministère qui peut nous sortir de l'ornière. Mais principalement, les jeunes doivent davantage oser, doivent être entrepreneurs et les gouvernants doivent jouer leur partition en continuant effectivement à rendre les choses plus faciles. Excellent. Non, moi je crois que je n'aime pas m'enliser dans les débats de la politique togolo-togolaise. Nous tous, on sait ce qui se passe. Mais le grand marché, c'est les femmes qui le maîtrisaient, les femmes togolaises, les nanabèzes célèbres, mondialement connues. Où sont-elles aujourd'hui? Et on dit que le marché est dominé par des non-togolais. Tout ça, la politique est dedans. Il y a eu aussi un feu qui est passé par là. Le feu est passé par là. Mais si le feu a endommagé nos soeurs, nos nanabèzes, tu es sûr que ça n'a pas brûlé pour les étrangers? Si tu avais tes marchandises à côté, tu es nigérien, tu es burkinabé, tu es malien, tu es libanais. Mais écoutez, il y a des choses. Actuellement, j'assiste à des débats enflammés sur les Libanais en Côte d'Ivoire. Naturellement, Libanais en Côte d'Ivoire, c'est comme Libanais au Togo. Mais vous êtes là, vous avez des terres, vous ne faites rien. Le Libanais vient, il achète vos hectares et il entreprend, il gagne de l'argent, il devient millionnaire. Et qui a vendu la terre? C'est le type qui vient faire gardiennage, gardien de nuit chez le Libanais. Après, il dit que le Libanais le maltraite. Mais il doit te maltraiter parce qu'il ne comprend pas que tu aies des terres comme ça et que tu les lui vendes et tu viens être gardien de nuit chez lui. Donc, je crois qu'il y a un travail d'éducation à faire et ce n'est pas ici qu'on va aborder ça. Tu as parlé d'un ministère de veille économique, tout. Bon, je crois qu'ils auront un programme pour sensibiliser les gens. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux bien gagner ta vie, allume ta caméra sur TikTok et puis insulte les gens. C'est tellement rentable que tu ne vois pas la nécessité d'aller travailler, d'aller apprendre un métier mécanique, menuiserie, tout. Regarde, un homme comme Djerita Ama, ancien député,
ancien président du parti, ancien officier des forces armées togolaises. Il fait quoi aujourd'hui? Il a ouvert une menuiserie, il fait ses meubles, dont il fait la publicité sur TikTok, et c'est agréable à voir et c'est agréable à entendre. Reste à savoir si ça nourrit son nom, parce que je le vois se plaindre régulièrement des conditions de l'entrepreneuriat. Il doit se plaindre parce que les Africains ont l'esprit tordu. Tant qu'on n'a pas dit que le meuble est venu de Paris, l'Africain n'achète pas. Le consommer local. Voilà. Donc il faut que lui-même travaille sur le consommer local. C'est ça qui nous tue. Pourquoi nos affaires ne marchent pas? Pourquoi quand le Libanais prend ça marche et quand le frère africain prend ça ne marche pas? C'est nos complexes. Peut-être qu'ils ont des petites statuettes installées dans leur boutique. Excellence, la Russie, de petits dieux installés dans leur boutique. Mais bien sûr, attends, tu ne crois pas le dire. Tu as visité les boutiques, les restaurants des Chinois, ils ont un petit Bouddha derrière dans l'angle quand il part avec une lumière et on lui sert à manger là-bas, le petit Bouddha là. Mais quand c'est un Africain qui met une stèle de ce genre, et brusquement, vous avez reçu Jésus. Jésus était où? Comment vous l'avez reçu? Vous ne pouvez pas l'expliquer. Alors laissez le Chinois, laissez comment on appelle ça, le Libanais, faire ses affaires selon les règles de sa culture et gagner des millions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je ne voudrais pas qu'on cite un prophète parce que ça va faire de la stigmatisation pour une catégorie de religieux. Non, moi, je ne fais pas. Écoutez, moi, je suis pour les gens qui travaillent. Mais, Excellence, la Russie a annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade à Lomé. Quel est le rôle de cette représentation diplomatique renforcée? Jouera-t-elle dans la mise en œuvre de la coopération sécuritaire? Vous qui avez été ambassadeur, vous êtes le mieux placé pour nous répondre à cette question. Mais écoutez, une ambassade, c'est quoi? C'est un échange entre deux États, entre deux gouvernements. Les discours des ambassadeurs, le jour de leur accréditation, la première phrase, c'est quoi? Ah non, je suis venu, je vais travailler au renforcement des relations entre nos deux pays. Ça, c'est classique, ça, c'est connu. Il est évident que dans le contexte actuel, le retour d'une ambassade de Russie au Togo doit démarrer sur les chapeaux de roue dans plusieurs domaines. Écoutez, tous les domaines invoqués, les domaines de coopération, il y a la façade militaire. Et vous savez, si la Russie ouvre une ambassade au Togo, il est évident que le Togo ouvrira une ambassade à Moscou. Il y aura un attaché militaire. Si on veut acheter des armes, on ne va quand même pas envoyer un civil comme moi pour acheter des armes. Ça ne se fait pas. Je ne les connais pas, les armes. Il faut envoyer un militaire. Donc, à la limite, on peut même nommer un militaire ambassadeur là-bas. Puisque le volet sécuritaire, le volet armement est important dans cette affaire. Il y a ça. On parle de l'agriculture. Tu te rappelles, jusqu'en 2014, la Russie importait du blé de l'Occident. Après l'affaire de Crimée, comment on dit ça, sanction. Comme eux n'ont que ça, le mot sanction là, c'est devenu leur religion. Sanction contre la Russie, pas de blé. La Russie s'est mise au travail. Aujourd'hui, c'est elle qui vend le blé à ces pays arrogants là. Sans lui, sans la Russie, ces gars-là ne vont pas mentir. Ça veut dire que la Russie sait faire des miracles. Si nous avons une coopération sérieuse et nous nous mettons sérieusement au travail, c'est vrai, le Togo n'a pas des espaces immenses comme le Congo, comme le Tchad, mais le peu d'espace que nous avons, nous pouvons le mettre en valeur et être exportateurs nets de produits agricoles. On parle maintenant de l'éducation. Mais tu t'imagines, moi j'ai des collègues, des gens de mon âge qui ont étudié en Russie. Ils sont devenus de bons médecins, de bons pharmaciens, de bons ingénieurs agronomes, de bons professeurs de mathématiques et tout. Mais cette génération est vieillissante. La preuve, moi-même, je suis à la retraite depuis un demi-siècle. Donc, comment on fait? Il faut renouveler. Et il est tout à fait heureux d'apprendre que la Russie redonne encore l'opportunité aux jeunes Togolais d'aller se former là-bas. Et il y a un détail. Aujourd'hui, les Russes se sont engagés à former les jeunes du Sahel dans le domaine de l'énergie nucléaire parce qu'ils ont un projet de construire des centrales nucléaires dans ces pays. Mais le Togo va en profiter. Nos jeunes aussi seront des ingénieurs ou des techniciens nucléaires. Moi, je crois que quand on entend comme ça, quand on entend ces perspectives,
même si on n'aime pas le PC, il faut quand même dire que, mais quand même, il ouvre des perspectives heureuses pour notre jeunesse et nous devons essayer maintenant, encourager nos jeunes à s'intéresser à ce genre d'opportunités au lieu d'être là toujours derrière la caméra en train d'insulter. Parce que les injures, ça ne vous rapportera rien, mais votre diplôme d'ingénieur demain fera de vous un homme important dans votre pays. Mais je voudrais qu'on rentre davantage dans le volet sécuritaire, Didier Alou. En quoi le soutien logistique ou matériel de la Russie pourrait être, en tout cas, pourrait-il contribuer concrètement à aider les forces armées togolaises à sécuriser les frontières nord et à contrer les groupes armés? Heureusement que vous l'avez souligné, vous avez dit aider à sécuriser. Et je pense qu'aujourd'hui, les pays de l'AES et le Togo ont compris que la sécurité de leur territoire, c'est d'abord à la charge des pays eux-mêmes, des forces de l'ordre des pays eux-mêmes. Donc c'est très important de le souligner. Maintenant, puisque contre le terrorisme, aucun pays au monde ne se suffit à lui tout seul, parce qu'il faut s'informer, il faut changer, il faut des échanges de renseignements, il faut des synergies d'action. Et c'est par rapport à ça que ce que le Togo et la nouvelle dynamique entre le Togo et la Russie est à saluer, parce que la Russie peut apporter effectivement de la logistique, la Russie peut apporter du renseignement, la Russie peut apporter de la formation, la Russie peut aider et même pourquoi pas à la fabrication des armes sur place aujourd'hui. Donc je pense que la sécurité, le développement, y compris l'éducation, c'est des visions qui sont tracées par les responsables. Et je crois qu'aujourd'hui, la vision qui est celle du président du Conseil, c'est une vision qui est tout à fait inscrite dans l'implication des forces togolaises, des populations elles-mêmes et de l'administration. Et je pense que ceci est important à saluer. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de sous-traiter la sécurité, mais il s'agit de faire la sécurité nous-mêmes, que le Togo fasse sa sécurité elle-même. Et l'exemple du Togo doit servir à beaucoup de pays aujourd'hui qui continuent, justement, vous prenez certains pays pas loin d'ici, qui continuent donc de fonder espoir sur d'autres forces étrangères pour pouvoir se prendre en charge sécuritairement, ce qui n'est pas du tout le cas du Togo et qui n'est pas du tout le cas des pays de l'AES. Donc, pour répondre très clairement et nettement à votre question, la sécurité au Togo, elle est d'abord prise en charge par les forces togolaises, et dans la vision qui est celle du PC. Et maintenant, les partenariats, évidemment que c'est très important. Les partenariats, il faut, ce qu'on n'a pas, on est obligé d'aller les chercher ailleurs pour renforcer la sécurité intérieure. Mais je pense que ce partenariat est judicieux, Excellence. J'ai entendu le président du Conseil du Togo remercier Vladimir Poutine pour son appui déterminant au Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ça veut dire que lui, il considère que l'intervention de la Russie au Sahel est plutôt positive, alors que... Moi, je ne suis pas interprète des intentions du PC. Non, pas intention, il l'a dit. Oui, disons de ce que le PC pense. Mais pour moi, c'est une façon de dire à Poutine, c'est ce que je veux que tu fasses chez moi. Oui, justement, parce qu'il a raison, parce que les autres pensent que l'intervention de la Russie au Sahel a été un échec, ils le disent tous les jours, que ça a contribué à enliser la situation. Il ne faut pas suivre le discours, le narratif des autres. Des journalistes racistes, comme Wassim Nasr, et Serge Machin, noir, mais plus raciste que Wassim Nasr. Quand tu prends des gens comme ça, tu ne peux entendre que ceux-là, et ils ont encerclé Bamako, non? Ils vont prendre Bamako, non? Ils l'ont pris. Les Russes sont là. Quand on parle d'aide logistique, il ne s'agit pas de filer de vieilles Kalachnikov à nos armées, non. Nos armées ont déjà des Kalachnikov. Il faut la logique, il faut commencer par les radars et les satellites. Comment est-ce que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens arrivent aujourd'hui à terroriser les terroristes, pour reprendre l'expression de Charles Pasqua, qui est le ministre français de l'Intérieur, qui avait dit qu'il va terroriser les terroristes, et il a réussi effectivement à les terroriser. Aujourd'hui, malheureusement, en France, il n'y a pas de gens pour terroriser les terroristes, mais il y a les gens pour nourrir, encourager les terroristes. C'est différent. Donc,
les pays là ont un soutien logistique, à commencer par les radars. Vous vous réunissez à 2 ou à 3 dans une forêt, même dans une forêt, on vous voit. Si le radar ici à terre ne vous voit pas, le satellite en haut vous voit. Mais hier, moi, j'ai suivi un reportage, j'ai eu froid dans le dos. Les militaires ukrainiens qui racontaient que mais les drones les repèrent où qu'ils soient. Maintenant, ils ont inventé une couverture qui fait que l'infrarouge ne travaille pas. Mais quand il court un peu, que sa sueur pénètre le tissu, l'infrarouge se déclenche. Donc il court un peu, il est obligé de se cacher, que la sueur sèche, et il se lève, il court un peu. Mais le drone, lui, n'attend pas, il n'est pas dans tes amusements, il te repère, il tabac. Aujourd'hui, quand on parle de logistique, c'est d'abord les radars, les satellites et les drones. La guerre aujourd'hui, c'est les drones. C'est les drones qui terrorisent l'Ukraine. C'est pas les missiles. C'est vrai, il y a les missiles que Poutine envoie. Mais le vrai danger, c'est les drones. Donc, nous, il est important que tous les pays du Sahel et tous ceux qui leur sont proches, qui sont vraiment déterminés à lutter contre les terroristes, ceux qui ne veulent pas laisser à massacrer leurs militaires pour faire plaisir à tel ou tel autocrate qui est à peine à 11% de soutien de sa population, mais vous avez intérêt à vous adresser aux Russes qu'on vous donne ce soutien logistique, les drones, les radars, les satellites et les canons pour que vous fassiez la guerre contre les soi-disant terroristes. Oui, Didier, est-ce que l'appréciation du PC togolais à l'endroit de Poutine, est-ce que ça va plaire dans le camp occidental quand il dit à Vladimir Poutine merci d'avoir aidé le Sahel à progresser dans la lutte contre le terrorisme? Je vous ai dit tout à l'heure que la diplomatie togolaise est complètement décomplexée et que la diplomatie togolaise est sortie des schémas classiques de précaré. Donc le PC sait très bien ce qu'il est en train de faire, ça fait partie de sa ligne. La preuve est que la rencontre avec Poutine est intervenue quelques jours seulement après avoir rencontré à Paris le président Emmanuel Macron. Donc le PC, il n'a que faire des intentions de tel ou tel. Le PC fait ce qui est bon et juste pour son peuple et pour sa mission sur le continent. Est-ce qu'il n'y aura pas de représailles? Parce que ceux qui ont choisi la voie de la Russie, on sait... Bon, il n'est pas... Enfin, dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Mais ce faisant, il faut se préserver. Mais je pense que la ligne que nous soutenons, c'est de faire ce qui est bon, ce qui est juste pour le continent et pour le peuple. Donc, après ça, et je crois que la vision du PC sur la Russie, sur l'œuvre de la Russie dans le Sahel est une vision qui est très clairement juste. Il ne faut pas s'enfermer dans le narratif des autres. N'oubliez pas que la guerre en Ukraine, c'est la Russie contre à la fois l'Occident et les États-Unis. C'est ce que ça veut dire. Et si aujourd'hui la Russie tient toujours, ça veut dire que la Russie tient face à qui? Pas à l'Ukraine. L'Ukraine, ce n'est rien du tout. Si ça ne tient qu'à l'Ukraine, c'est une affaire de 2 ou 3 jours. Mais si jusqu'aujourd'hui, la Russie n'est pas tombée, si jusqu'aujourd'hui, la Russie continue d'avancer sur le terrain, et que vous avez vu les États-Unis eux-mêmes sont obligés de ramener Vladimir Poutine sur la scène internationale, de l'accueillir sur le territoire, de discuter avec lui, c'est parce que justement, ils ont compris qu'en face, ils ont affaire à un dur à cuire qui tient une véritable puissance. Donc le PC le sait. C'est pour cela que quand le PC encourage Vladimir Poutine, le remercie d'abord et souhaite un partenariat durable à la fois avec les États du Sahel et le Togo, je pense que tout ceci n'est pas simplement une vue d'esprit, c'est carrément une vision qui est basée sur des faits réels. C'est ce qu'il faut comprendre. Les menaces de représailles sont permanentes à partir du moment où le Togo a refusé de fermer son port au pays du Sahel. Il était permanemment sous menace. On ne doit pas se le cacher. Maintenant, être allé à Moscou, ça peut peut-être augmenter la menace, mais la menace était là. Parce que tous les autres nègres étaient le doigt sur la couture pour fermer leur port. Pas question de laisser le port aux ennemis de notre patron. Parce que le patron a dit, quand le patron avait tapé sa poitrine, demain à Accra, je vais demander qu'on sanctionne le Mali. Et tous étaient allés comme des herbivores qu'ils sont d'ailleurs.
bouh, Mali, sanctions, bouh, bouh. Mais qu'est-ce que tu veux? Le Togo n'est pas tombé dans cette cage en mouton, hein, pour suivre les condamnations. Parce que mais les gens du Sahel, c'est nos frères. On ne peut pas pénaliser nos frères parce qu'il y a un petit blanc quelque part qui veut voler ses frères. Et les frères disent non, ne nous volez pas, venez, on va faire des affaires équitables. Vous refusez les affaires équitables. Un dernier chapitre, avant d'aller à la pause, je voudrais qu'on analyse l'impact régional de cette rencontre du président du Conseil togolais avec Vladimir Poutine. Didier, compte tenu de l'évolution de la situation au Mali, au Burkina et au Niger, ce partenariat Togo-Russie renforce-t-il un axe d'influence russe en Afrique de l'Ouest? En tout cas, il y a cet axe-là qui est en train de se développer, l'AS Togo-AES, Togo-Russie, Togo-AES et Russie-AES. Donc il y a un ensemble là, un nouveau partenariat régional qui est né là et qui nécessite et qui a besoin d'être davantage développé. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, comme le disait l'ambassadeur tout à l'heure, le Togo a prêté sa façade maritime aux frères du Sahel. C'est à saluer. Et le Togo est aujourd'hui le premier partenaire africain, entre Africains, c'est-à-dire entre le partenariat entre l'AES et le reste de l'Afrique. Le Togo est aujourd'hui le premier partenaire. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, c'est le Togo qui a beaucoup soutenu et qui continue de soutenir l'AES. Donc aujourd'hui, avec ce déplacement sur Moscou, c'est pour sceller, je crois, une alliance, pour sceller un pacte et qui va renforcer non seulement la sécurité sous-régionale au niveau du Togo, mais aussi au niveau de l'AES. L'un dans l'autre, je pense que, encore une fois, cette vision et cette management dont fait preuve le PC est à saluer et c'est à l'avantage, bien évidemment, de la sécurité dans le Sahel et même de la sous-région. Je ne sais pas si vous avez lu un peu les commentaires sur la toile. En tout cas, nos frères africains de l'AES ont beaucoup apprécié cette initiative. Et aujourd'hui, je pense que c'est un besoin réel. C'est un besoin réel pour notre sous-région et le PC l'a compris. Oui, Excellence. Vous avez dit avant que oui, qu'il y a des gens qui critiquent à l'intérieur. Je suis d'accord, hein, les critiques là. Si ça nourrit son nom, pourquoi pas? Parce que les temps sont durs. Hein. Si tu sais qu'en faisant ça, je peux trouver à manger, mais vas-y. Mais je vais vous dire quelque chose. Maintenant, si je n'aime pas le président du conseil, bon, sa tête ne me plaît pas. Il a fait 20 ans au pouvoir, c'est trop. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je voulais qu'au bout de 5 ans, moi aussi, mon tour arrive. C'est logique. Maintenant, si tout ça là, vous n'aimez pas ça, et il fait quelque chose qui est bon, est-ce que ça aussi vous empêche de dire, ah, le gars là, je ne l'aime pas, mais il vient de faire quelque chose, c'est extraordinaire. Ça aussi, c'est difficile. Non, mais c'est en cela que la politique a un sens. Il faut dire quand c'est bon. Ouais. Et est-ce que ça aussi... Quand c'est pas bon aussi, il faut le dire. Vous dites que vous êtes des panafricanistes, que vous soutenez les pays du Sahel. Quelqu'un remercie Poutine pour son soutien aux pays du Sahel. Vous montez sur vos ergots. Et non, que c'est pas comme ça. Parce que les faux panafricains, les Français-Africains déguisés en panafricains qui sont venus pour empoisonner l'atmosphère dans nos pays. Tu sais, Gilles, j'étais toujours dit que je ne suis pas panafricain. Hein, parce que c'est un panier de crabes dans lequel il y a tous les mambas verts, les vipères, les crotales, les scorpions, tout. C'est ça qui fait panafricain. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dedans. On mange France-africain et on joue panafricain pour embrouiller les gens. Parce que si tu es un panafricain sincère, même si tu n'aimes pas le PC, reconnaît que ça, il a bien fait. Voilà. Et maintenant, Didier, comment les pays voisins et la CEDEAO elle-même vont percevoir ce nouvel engagement du Togo avec la Russie? Je pense que la détermination et le courage du PC au Togo doivent simplement servir d'exemple. Ça doit servir d'exemple à mon avis. Et ça doit les motiver à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits dans cette démarche, dans cette vision, doivent changer, tout simplement. Attends, tous, ils sont en train de courir derrière la Russie. La Russie va ouvrir l'ambassade à Lomé, elle en ouvre à Cotonou. Ce n'est pas un des sièges de la fameuse CEDEAO. Ils savent tous. Il me semble que la Russie avait déjà une ambassade à Cotonou. Ils savent tous que dans tout ce qui les menace, la Russie est le seul parapluie.
tous, ils vont défiler à Moscou. Comme tous les autres qui gesticulent en Europe là-bas, anti-russes là. Ils vont tous défiler à Moscou. Va écrire ça quelque part et attends. D'accord. Le temps de l'écrire, on va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum, qui sera consacrée d'ailleurs à vos messages, aux contributions que vous nous avez envoyées déjà. À tout de suite.